Bonsoir, c'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr, avec Jean-Marie Colombani, bonsoir. Bonsoir Roselyne. Nous sommes en compagnie ce soir de Roland Quérol, l'un des meilleurs politologues français de la vie politique. Messi. Vous êtes président du CETAN, Centre d'études et d'analyse. Nous recevrons dans quelques instants aussi, pour nous rejoindre, Frédéric Lefebvre, qui est député des Français de l'étranger en Amérique du Nord et candidat à la primaire. Donc, c'est pas à vous deux que je vais l'apprendre. Vous le savez mieux que quiconque, la vie politique est, c'est vrai, structurante, salvatrice, sérieuse, utile, mais elle est parfois tragique, pathétique, farfelue ou grand guignol. Quel adjectif choisir cette semaine pour décrire le psychodrame de la loi travail, dite El Khomri, qui se termine par un coup de bambou sur la tête des opposants au texte, le fameux 49.3 qui permet au gouvernement de passer en force. Voilà, c'est fait. La suite logique, on la connaît, une motion de censure déposée par l'opposition. Ce qui est moins logique, eh bien, c'est la tentative des frondeurs du PS de monter leur propre motion avec l'extrême gauche et les écologistes. Ils étaient à deux doigts ou plutôt à deux voix. Ils ont manqué. Pantalonnade, donc. Une fois de plus, l'Assemblée va se prêter cet après-midi à un exercice aussi stérile qu'inutile. Un débat sur une motion de censure qui va mourir de sa belle mort. C'est du théâtre, une dramaturgie dont la France a le secret. Débattre pour rien et, dans le fond, n'arriver à pas grand-chose. Ça me fait penser, messieurs, à une tirade de Pierre Dac. Celui qui part de zéro pour arriver à rien ne doit rien à personne. Est-ce que, dans le fond, c'est un peu le drame des frondeurs ? Oui, on a le sentiment d'un espèce de guignol triste. Triste parce que c'est navrant de voir la politique en être réduite là. Et en même temps, tout le monde est content à la fin. C'est-à-dire que la motion de censure ne sera pas votée. La droite ne sera pas forcément contente. Tout le monde sera content. Bon, le gouvernement sera content parce qu'il reste en place et que sa loi est considérée comme adoptée. La droite, elle est contente parce qu'elle risquait des élections anticipées. Elle ne veut pas de ça. Elle veut aller tranquillement à sa primaire. Son année est organisée. On ne peut pas la lui voler. Et les frondeurs, ils sont bien contents aussi parce qu'ils n'auront qu'une envie d'une véritable rupture. L'idée, c'est de monter sans arrêt, le plus haut possible, sans faire déglinguer le gouvernement. Eh bien, ils sont parfaitement arrivés. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, tout à fait d'accord avec l'analyse. Moi, je ne participe pas au concours de l'ADSI sur le 49.3. Parce que le 49.3 n'est pas une façon de passer en force, c'est une arme constitutionnelle tout à fait. qui est au fondement des institutions. Non, mais pour les frondeurs, pour eux, oui, mais au fondement voilà. des institutions de la Ve République. Et de toute façon, avant qu'un gouvernement n'arrive au même record que Michel Rocard, dans l'utilisation du 49.3, il va se passer beaucoup de temps. On a oublié, Michel Rocard a laissé un très bon souvenir comme chef de gouvernement, mais il gouvernait uniquement avec le 49.3. 28 fois. En revanche, pour les frondeurs, je serais plus radical que Roland, parce que je pense que leur objectif est vraiment de tuer François Hollande, et donc de le faire tomber d'une façon ou d'une autre, et d'où leur alliance avec l'extrême gauche. En tout cas, qu'il ne soit pas candidat. Et donc, donc ça revient, c'est ça que ça veut dire, en effet. Et donc, c'est ça qui va être intéressant d'observer, parce que ça crée une fracture assez inédite à gauche, parce que jamais à l'intérieur du Parti socialiste, il n'y avait eu une telle volonté de dissociation, même si, par leur petite manœuvre, ils essaient d'échapper aux sanctions, mais viendra bien un moment, il faudra que le Parti socialiste, s'il veut rester le Parti socialiste, trouve un moyen de les sanctionner. Alors, on va continuer à débattre, mais je vous propose de rejoindre Karina Chabour, qui est à l'Assemblée nationale, notre reporter. Bonsoir Karine, vous m'entendez ? Les groupes, Absolument. Les groupes donc, se sont succédés à la tribune. J'ai envie de vous demander, depuis 17h où vous apparaissiez dans le journal, quoi de neuf ? Écoutez, actuellement, c'est André Chassaigne qui est en train de dire tout le mal qu'il pense de cette loi et du recours au 49.3, ce passage en force. Avant cela, l'opposition s'en est donnée à cœur joie dans un hémicycle clairsemé, surtout rempli à droite et au centre. Christian Jacob, le président des Républicains, a appelé les frondeurs à leur responsabilité, comprendre à voter en faveur de cette motion. Et puis du côté des centristes, Philippe Vigier a parlé d'une France qui n'était pas en marche, une façon de tacler le ministre de l'économie et le nom de son nouveau mouvement. Et puis bien sûr, tous de dénoncer, si vous voulez, l'incapacité
du gouvernement à réformer, à faire des textes qui pourtant seraient importants pour le pays, mais qui au final sont totalement vidés de leur substance, de dénoncer le fait que les quelques 5000 amendements qui avaient été déposés l'avaient surtout été par des députés de la majorité. Bref, un pays qui est en état d'urgence économique et sociale, qui aurait pourtant besoin de beaucoup de réformes. Pour l'ancien Premier ministre François Fillon, que nous avons interrogé en marge de ses interventions, le coupable est tout désigné. Écoutez. Il faudrait que le président de la République se réveille. J'ai envie de lui dire « Eh oh, François Hollande, reprenez les rênes du pays, cessez votre campagne électorale et occupez-vous de régler les problèmes de la France. » Mais ça va être difficile avec la majorité qu'il a, ou plutôt avec l'absence de majorité qui est désormais la sienne. Voilà. Alors peu de chance pour que cette motion de censure soit adoptée. Vous le savez, il faut qu'elle ait la majorité de 188 députés. Or, Isabelle Attard, qui est une ancienne députée vert, qui votera en faveur de la motion, estimait tout à l'heure qu'ils étaient une quinzaine à gauche à voter en faveur de cette motion de droite. On attend bientôt Manuel Valls, le Premier ministre, qui devrait s'exprimer et sans doute qu'il renvoiera dos à dos les frondeurs et l'opposition, ce qu'il considère comme étant l'alliance des conservateurs. Merci beaucoup, Karina. Effectivement, nous attendons le discours de Manuel Valls, dont nous venons d'entendre François Fillon, qui interpelle François Hollande. Eh oh, François Hollande. On a envie de lui dire aussi, peut-être, à François Hollande, eh oh, les frondeurs, il fallait peut-être s'occuper de leur cas avant, c'est-à-dire dès qu'ils ont commencé à lever la tête et à pourrir en quelque sorte la fin du quinquennat de François Hollande, de tuer dans l'œuf dès le début. Et il a peut-être manqué d'autorité. Ça fait quoi, 3 ans que les frondeurs ne votent aucun texte économique et social important du gouvernement. Or, c'est ça, le gouvernement de la France, c'est d'abord l'économique et le social. En même temps, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça aurait voulu dire de les mettre au pas? Ça aurait dissous de l'Assemblée? Il n'y a que ça, il y a que ce moyen-là. Dissous de l'Assemblée, c'est quand même s'assurer du retour de la droite beaucoup plus bien avant 2017. Il y a, avant d'en passer à des mesures purement institutionnelles, il y a des mesures politiques. Les obliger à quitter le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, les sermonner, faire savoir dans le pays qu'ils ne font plus partie de la famille. Enfin voilà, il y a des armes politiques que le président et le Premier ministre avaient en main et qu'ils n'ont jamais utilisées à l'égard de leur frondeurs. Encore une fois, Roland, si on enlève ces 40 voix, ces 40 sièges, le gouvernement n'a plus de majorité. Le problème était de savoir s'il serait resté 40 ou s'il serait tombé à 15. Parce qu'on sait aussi que quand on fait les sourcils un peu froncés et que si on dit attention, dans ta circonscription, la prochaine fois, tu n'auras pas l'étiquette socialiste, on peut peut-être en convaincre quelques-uns. Aussi. Donc c'est la pêcher par goût immodéré de la synthèse en l'espèce. Alors, je le crois, moi. Oui. On continue le débat. Je salue l'arrivée de Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Vous êtes député des Français de l'étranger et candidat à la primaire. Donc merci. Donc on va à la primaire de la droite. À la primaire de la droite, bien évidemment. Parce que on vient de parler des frondeurs qui eux veulent une primaire de la gauche. Est-ce que vous avez voté d'ailleurs la motion de censure de la droite aujourd'hui? Oui, je vais la voter. Je me suis posé la question jusqu'au dernier moment parce que je n'ai pas signé la motion de censure. C'est-à-dire, je n'ai pas signé le texte même de la motion. J'avais, comme vous le savez, depuis 3 ans maintenant, je vote les textes. Mais oui, vous avez voté la loi Macron. J'ai voté la loi Macron. Et il se trouve que j'ai dit, au moment où le 49.3 a été déclenché par le Premier ministre, que s'ils intégraient un certain nombre des amendements que j'ai défendus, qui sont pour moi les plus importants, c'est-à-dire celui sur le revenu universel, je demande un groupe de travail sur cette question depuis longtemps, celui sur la liberté d'affiliation du RSI et celui sur un contrat unique avec la fin des CDD et un contrat unique, ce que demande d'ailleurs le prix Nobel de l'économie Jean Tirole. Dans ce cas, je n'aurais pas voté la censure. Il se trouve que le suspense a duré jusqu'en fin de matinée, puisque nous n'avons eu le texte final après toute une cuisine, puisque c'est toujours comme ça que cela se passe, où beaucoup des amendements parlementaires sont intégrés au texte, avec ensuite des discussions avec les élus, pour que tel ou tel ne vote ou ne vote pas la censure. Et donc, en conscience, compte tenu du texte,
je vote la censure. Je ne peux pas considérer que ce texte sur la forme dans le fond soit aujourd'hui satisfaisant. Sur la forme, évidemment, tout ça. Alors, oui, on en reparlera, mais peut-être, Jean-Marie, sur la suite des événements, et Roland, ça va laisser... Bon, on voit bien que la cassure, maintenant, elle est consommée, hein, elle est maintenant devenue structurelle entre ces fameuses deux gauches, même si elles ont toujours existé, entre Gued et Jaurès, ou entre Rocard et Chevènement. Mais là, aujourd'hui, on a passé le Rubicon, on va dire. Il faut bien voir que l'obsession... D'abord, il y a une espèce de régression généralisée de ce côté-là de l'échiquier politique, parce que tout le monde s'aligne sur les positions de l'extrême gauche. Et pour savoir quelles sont les positions de l'extrême gauche, il faut regarder, par exemple, le programme de Nuit debout. Le programme de Nuit debout, c'est intéressant, c'est l'interdiction du chômage. L'interdiction du chômage, ça a déjà été pratiqué en Union soviétique. Il était interdit de ne pas travailler. Et si vous n'aviez pas de travail, vous étiez considéré comme asocial, donc envoyé dans des camps. Donc on voit bien le courant historique que ça réveille, tout ça. Donc il y a cet aspect-là des choses, mais il y a surtout une obsession de 2017, une obsession de la présidentielle, une obsession narcissique de la part d'un certain nombre de gens dont le passage au gouvernement n'a pas laissé un souvenir impérissable et qui veulent tous être candidats. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Madame Duflot et quelques autres. Et c'est ça qui fait qu'ils sont dans cette posture dénonciatrice aujourd'hui. À droite, c'est pareil aussi, qu'ils non ? veulent absolument... On demande de poser la question à Frédéric Lefebvre. Laissons la droite se déployer, on verra. Mais c'est ça qui est en question. Et donc, leur obsession... pour faire place nette, c'est évidemment d'empêcher François Hollande d'être de nouveau candidat ou d'être candidat à sa propre succession. Donc ils vont continuer comme ça de lui pourrir la vie autant qu'ils le pourront. Et ils réussissent ? Je ne crois pas. Je ne vois pas comment ça ne déboucherait pas sur une impasse. Je crois qu'ils sont même déjà un tout petit peu plus loin dans leur fantasme que ce que leur prête Jean-Marie. Je crois que pour eux, il est pratiquement acquis que François Hollande ne sera pas candidat. Et ils espèrent d'ailleurs que ça sera Valls, qui est leur ennemi principal, qui est le symbole de toutes les dérives insupportables du socialisme. Ils espèrent que ça sera Valls. Et ils espèrent que contre Valls, ils pourront arracher une primaire. Tout ça, c'est une suite de rêves. On ne voit pas comment. Si en décembre seulement le président de la République renonce à se présenter, il y aurait une primaire organisée par le Parti socialiste entre décembre et avril. Mais ils le croient et ils attendent donc que Arnaud Montebourg déclare sa candidature parce que lui, comme il est formellement membre, du Parti socialiste, donc ça ne sera pas non plus le passage du Rubicon que de soutenir un autre candidat socialiste et de réclamer des primaires. Je crois que ça, c'est sûr que ça va se passer comme ça. Après, comment pourrait-il l'emporter ? Imaginez que sur la seule vertu des frondeurs parlementaires, le Parti socialiste s'incline et accepte une procédure qu'à l'évidence, il rejette. Là, il y a quand même un risque d'impasse très clair d'ici la présidentielle. Frédéric Lefebvre, je sais que ce n'est pas votre camp. Vous avez suffisamment à faire dans votre camp, et on en parlera notamment sur les problèmes du vote électronique, puisque soudainement, Nicolas Sarkozy a décidé qu'il n'y aurait pas de vote électronique, notamment pour les Français de l'étranger. Mais avant d'en parler, comment regardez-vous le camp d'en face et cette espèce de scission, on va dire, de cette fronde qui dure et qui s'achève sur une sorte de cataclysme politique, on va dire. Vous me permettrez d'élargir un peu, parce que c'est pas le camp d'en face. Je crois plus beaucoup, moi, au logiciel droite-gauche. Je pense que tout ça est usé. Pourtant, c'est ce qui se joue à l'Assemblée. C'est ce qui se joue. C'est très bien de dire ça, parce que c'est exactement ça. C'est une pièce de théâtre, un théâtre d'ombre, malheureusement, puisque je vous rappelle quand même qu'on est en train de parler d'un texte qui évoque la question des millions de chômeurs, des salariés, de l'emploi. Moi, je demande au président de la République de nous inviter tous, dans l'opposition, dans la majorité, ça fait 1 an que je le demande, à un Grenelle de l'emploi. Parce que moi-même, j'ai été rapporteur du budget de l'emploi, quelqu'un comme Xavier Bertrand, qui a été ministre du Travail, nous avons dit que nous étions prêts à nous mettre autour de la table. Au lieu de ça, la procédure qui a été choisie est une procédure, vous l'avez tous vu, avec un texte qui a été présenté, qui a créé des vagues de protestation très fortes à gauche. Ensuite, l'arme du 49.3 qui rétablit la puissance de l'exécutif. La posture de l'opposition
qui d'ailleurs, contrairement, je vous ai dit, moi, que j'ai attendu jusqu'à la dernière minute de voir ce qu'il y avait dans le texte, pour voir si j'allais ou non. Qu'est-ce qui vous déplaît alors? Non, mais quand je parle de posture, c'est que tout le monde a pris sa position bien avant, déjà hier, sans même savoir ce qu'il y avait dans le texte. Vous comprenez? Et c'est ce jeu-là qui est tragique, absolument insupportable. Le cataclysme, il est là. C'est qu'aujourd'hui, comment voulez-vous que des citoyens français aient confiance dans les institutions de la République? Moi, je suis depuis 3 mois partout en France. Ça fait 70 villes. Je vais à la rencontre de tous ces Français qui n'y croient plus. Je pense qu'ils en ont assez de voir les partis politiques faire la politique avec leur club de supporters, sans s'occuper d'eux, avec cynisme, avec du divertissement. Regardez les 4 mois que nous avons passés sur la déchéance de nationalité. Et je ne jette pas la pierre spécialement à François Hollande. Qui avait demandé qu'on mette la déchéance de nationalité dans la... C'était nous-mêmes. Ensuite, quand elle a été mise, on a tiré le tapis sous les pieds de François Hollande pour qu'il trébuche. 4 mois, on a occupé la scène politique, alors même que moi je vois, par exemple, aujourd'hui, le mot que j'entends le plus dans les déplacements que je fais, c'est le mot suicide. Chez les éleveurs, chez les artisans, chez les commerçants. C'est ça, c'est ce mot-là que j'entends. Il y a un désespoir incroyable dans ce pays. Il y a une précarisation des indépendants. Quand je demande la liberté d'affiliation du RSI, vous avez des gens qui dorment aujourd'hui dans la cave de leur commerce parce qu'ils ne peuvent plus se payer un logement. Et ils ne peuvent pas fermer le commerce parce qu'avec le RSI, ils n'ont pas le droit au chômage. Voilà, c'est cette situation-là qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. Comment voulez-vous le cirque auquel on est en train d'assister, avec des postures de part et d'autre, vous les avez décrites du côté des frondeurs, vous les avez décrites du côté du gouvernement, mais j'ajoute que l'opposition est dans les mêmes postures. Et tout ça, c'est la catastrophe. Vous voulez dire que si la droite passe, on va se cogner mais écoutez, de toute façon, des exercices comme aujourd'hui. Mais je vais surtout vous dire quelque chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, où vous avez sur 45 millions d'électeurs, aux dernières élections régionales, les 2 tiers qui ont voté contre la droite et la gauche, puisque vous avez 8 millions qui ont voté Front National, c'est contre la droite et la gauche. Vous en avez près de 2 millions qui ont voté blanc. Ils sont déplacés pour mettre un coup de pied aux fesses au monde politique. Et vous en avez 22 millions qui se sont abstenus. Ça veut dire que, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de réelle majorité dans le pays. Il n'y aura pas de réelle majorité, ni de droite ni de gauche. Et la seule façon aujourd'hui de sortir ce pays de l'impasse, vous savez, je passe la moitié de mon temps loin de la France. Quand je vois le pays se déchirer, ça me fait mal physiquement. C'est insupportable. Et tous les Français qui sont loin de la France, qui voient la situation dans laquelle est le pays, qui voient les autres pays se redresser, y compris en Europe. C'est dur pour le Portugal, mais regardez le Portugal. Moi, je serais... Enfin, il y a plusieurs angles dans tout ce que dit Frédéric, mais regardez quand même le monde tel qu'il est. Aux États-Unis, le Parti démocrate est coupé en 2. Le Parti républicain est coupé en 2. En Grande-Bretagne, le Parti conservateur est coupé en 2. Le Parti travailliste est coupé en 2. En Autriche, une partie du Parti socialiste veut s'allier à l'extrême droite. Donc le Parti socialiste autrichien est en train de se couper en 2. En France, on peut considérer qu'il y a une fracture au sein du PS, comme il y a une fracture aussi au sein de la droite, parce qu'il y a une partie de la droite qui regarde aussi vers l'extrême droite. En Espagne, l'extrême gauche empêche les socialistes de gouverner. La crise politique, elle est partout. Elle est partout dans nos pays, dans nos démocraties. Et donc ça appelle, me semble-t-il, une réflexion qui devrait nous sortir un peu du provincialisme, pardon pour le mot province, même insulaire, je sais ce que c'est que la province, mais néanmoins, il faudrait nous sortir de ça pour regarder les choses avec une conscience plus grande de la hiérarchie des dangers dans lesquels nous sommes. Et on voit bien que des vents mauvais se sont levés un peu partout, y compris aux États-Unis, mais au cœur de l'Europe aussi, dans tout ce qui est d'ailleurs l'ancien empire habsbourgeois, Hongrie, Autriche, Slovaquie, Croatie. Ce sont des pays qui sont en train de dériver gravement. C'est ça nos problèmes. Donc, avant de s'empailler sur un texte qui, par ailleurs, sera voté, la loi El Khomri, qui va apporter des modifications, des assouplissements au droit du travail, dont tout le monde, y compris l'opposition, quand elle reviendra, ce qui ne saurait tarder, sera heureuse de pouvoir l'engranger. C'est une réforme qu'elle n'aura plus à faire. Mais il y a aussi, malheureusement... Mais qui sera évidemment insuffisante. Vu du point de vue d'un chef d'entreprise, c'est évidemment insuffisant, mais néanmoins, c'est un texte qui existe et qui va apporter des choses. Donc, et qui va aussi faire reculer sur d'autres choses. C'est ça le problème de ce texte. Malheureusement, le compromis qui a été trouvé, puisque quand vous passez en force comme ça avec le 49.3,
Je veux quand même vous dire c'est du jamais vu. Il faut quand même se rendre compte que... Pourquoi je dis que c'est du jamais vu? La loi Macron, par exemple, Oui. que j'ai votée de bout en bout, justement parce que je pense que le texte était bon pour le pays. Et que il est passé au 49.3. Mais non, mais justement, mais écoutez ce que je vais dire, Jean-Marie Colombani. La loi Macron que j'ai votée de bout en bout, article après article, après des semaines de débats, où il y a eu effectivement des affrontements. Il y a eu un 49.3 au bout, je l'ai d'ailleurs regretté à l'époque, puisqu'il y avait la majorité. Le Parti socialiste ne voulait pas que le texte soit voté grâce aux voix de droite. Autour de moi, il y avait en réalité une trentaine de parlementaires qui étaient prêts à voter la loi Macron. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron sait parfaitement que sur ce texte, il y avait la majorité. C'est un choix politique et une posture c'est un choix qui a empêché que ce soit voté. Bien sûr. Mais pourquoi je dis ça? C'est que là, sur ce texte, on a commencé la discussion, j'ai défendu un amendement, mais je n'ai pas pu voter sur mon amendement. Parce que dès le début de la discussion, les votes ont été réservés, qui est un article de procédure qui permet d'empêcher les votes dans l'hémicycle. C'est-à-dire que là, on a un texte sur lequel il n'y a pas eu de vote dans l'hémicycle du tout, sur lequel il y a ensuite un 49.3, et sur lequel il y a un savant dosage qui est fait dans les allées du pouvoir sans que les parlementaires n'y soient associés. Je vous dis, j'ai attendu jusqu'à la fin de matinée pour lire le texte avant de savoir ce que j'allais voter. Et je vous promets, vous savez, ça fait 3 ans que moi, je vote tout ce que je pense être bien pour le pays. Notamment parce que, vous l'avez dit, il y a des choses que fait ce gouvernement que nous n'avons parfois pas eu le courage de faire sur un certain nombre de points. Mais dans ce texte-là, il y a aussi un certain nombre d'éléments de durcissement qui ont été cédés pour faire plaisir à un certain nombre de syndicats, qui sont des durcissements que là, nous allons aussi avoir pour le long terme. Messieurs, je vous interromps puisque le Premier ministre Manuel Valls monte sur la tribune et il va s'exprimer, on l'écoute.